Voilà, c'était donc Mein Kampf, c'était écrit, un film réalisé par Antoine Wittkin, avec nous sur ce plateau Horst Müller, professeur d'histoire contemporaine à Munich, auteur d'ouvrages qui ont fait débat en Allemagne, on ne va pas en dire plus, on en dira peut-être plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous. D'abord, votre première réaction au film, quand vous avez vu ce film, qu'en avez-vous pensé ? C'est une entreprise ardue que de présenter dans un film destiné au grand public une question aussi complexe que l'effet de Mein Kampf en Allemagne et même en Europe avant 1933. Ce sont des questions très importantes qui sont posées, mais parfois il est plus difficile de dégager les réponses. Alors la question, on va essayer de les dégager quand même un petit peu, quelques réponses pour le public. En même temps, quand on voit ce film, se pose évidemment la question du tabou autour de Mein Kampf en Allemagne. Alors d'abord, pourquoi ce tabou en Allemagne? C'est presque, j'allais dire, le dernier tabou qui reste sur cette période, ou l'un des derniers. Pourquoi sur ce livre en particulier? Alors, s'agit-il véritablement d'un tabou? Le problème, c'est que Mein Kampf ne peut pas être publié de nos jours, parce que le Land de Bavière est propriétaire des droits qu'il a acquis auprès de la maison d'édition du Parti national-socialiste à l'époque, pas pour les utiliser, mais pour éviter une utilisation commerciale et idéologique de Mein Kampf. Autrement dit, il s'agit d'éviter que l'extrême droite ou des néo-nazis instrumentalisent ce texte. Ça, c'est un aspect. Bien sûr, les historiens ont accès à Mein Kampf et d'ailleurs, dans plusieurs pays étrangers, on trouve des publications de Mein Kampf et d'ailleurs, la Bavière essaye de s'y opposer régulièrement avec plus ou moins de succès. Il y a des versions en ligne sur Internet aux États-Unis que tout le monde peut télécharger. Il y a une édition de Mein Kampf publiée en Israël, mais là, la Bavière ne s'y est pas opposée. Mais il y a également des éditions dans d'autres pays, en Turquie, en Suède, dans la République tchèque. Et là, la Bavière s'y est opposée. Autrement dit, le tabou, c'est peut-être plus la crainte de voir ce texte, s'il était de nouveau publié, devenir un véritable venin politique. Mais le problème central, c'est que ce texte est un symbole de la dictature et des crimes nazis. Qu'est-ce qu'il va y avoir de pire pour le peuple allemand aujourd'hui que par exemple, la révélation sur Auschwitz, par exemple? Il ne peut pas y avoir pire. Comment donc? Pourquoi la peur? C'est curieux, pourquoi la peur de ce livre? C'est d'une certaine manière, enfin, il faudrait se confronter à ça, non? Pour se dire... Vous avez tout à fait raison, il n'y a rien de pire qu'Auschwitz et par conséquent il est absurde qu'on puisse parler librement d'Auschwitz et qu'on n'autorise pas la publication de Mein Kampf. Mais en fait, ce sont surtout les responsables politiques qui craignent qu'on en fasse un symbole négatif de l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est en écho à cette émission, n'empêche qu'il y a quelques jours, le Conseil central des Juifs d'Allemagne s'est prononcé pour la réédition, alors je cite, assortie de commentaires. Donc ça veut dire que les choses sont en train de bouger et que ça vient même du cœur de ceux qui ont été les victimes, donc des Juifs allemands. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça et est-ce que vous pensez que bientôt on va pouvoir publier Mein Kampf en Allemagne, évidemment assorti de modifications? Je partage l'avis du Conseil central des Juifs d'Allemagne. Il y a plusieurs années déjà, j'ai demandé qu'on publie une édition critique de Mein Kampf, commentée par des historiens. C'est nécessaire du point de vue scientifique, mais c'est également nécessaire pour démythifier Mein Kampf. C'est parce que ce livre est interdit qu'il a produit un mythe qui disparaît à la lecture. D'ailleurs, beaucoup d'autres textes clés du national-socialisme, comme par exemple les journaux de Goebbels ou encore les documents d'Hitler d'avant 1933 qui ont été réunis par l'Institut allemand d'histoire contemporaine, tous ces textes ont été publiés. Et en France, avec les éditions Taillandier, nous avons publié un extrait en 4 volumes des journaux de Goebbels, avec l'accord et le soutien de la Fondation de la mémoire de la Shoah. Et on apprend autant de choses sur la vraie nature du national-socialisme dans Mein Kampf que dans toutes les autres publications. Alors, Monsieur Müller, j'ai un historien sous la main et un grand historien allemand, donc je vais en profiter. Quelles recommandations vous feriez et à quel type de commentaires il faudrait se rallier sur un livre comme Mein Kampf s'il était réédité en Allemagne? Comment il devrait être réédité et dans quelles conditions?
Tout d'abord, dans une introduction, il faut montrer quelle est l'intention de ce texte et quel en est l'effet. Il faut décrire la nature de cette idéologie de haine, le racisme, l'antisémitisme, mais également commenter les différents éléments de propagande de Mein Kampf. Par ailleurs, il y a eu quelques 12,5 millions d'exemplaires de Mein Kampf jusqu'en 1945. Il y a eu plus de 1000 éditions où l'on a recensé quelques 2600 modifications jusqu'en 1939. Donc il faut expliquer la nature et la raison de ces changements, certains changements de style, mais d'autres de fond. Et enfin... Oui, pardon, enfin, vous dites Et enfin, il faut expliquer d'où viennent ces différents éléments, ces influences. Par exemple, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est une source qui a souvent été invoquée, mais il y a beaucoup d'autres influences. Il faut également voir que par endroits, ce texte est peu cohérent et parfois très mal écrit. Et il faudrait aussi un avertissement, à votre avis, pour essayer de comprendre, parce que c'est la question qui se pose. Pourquoi tout était écrit et que finalement personne ne l'a cru? J'entends à la fois le peuple allemand et puis les démocraties européennes. Il faudrait expliquer ça, non? Bien sûr, il faut essayer de comprendre pourquoi ce texte a eu un tel impact symbolique. Il faut expliquer pourquoi, alors que tous ces crimes n'ont pas forcément été mentionnés de façon explicite, ils ont été simplement annoncés, on y voit l'intention de la future dictature nationale-socialiste, il faut essayer d'expliquer pourquoi on n'en a pas tiré la conséquence qu'il fallait à tout prix éviter cette dictature. Voilà pourquoi on a dit dans un premier temps, personne n'a lu Mein Kampf. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai. Eh oui, c'est ça. C'est bien la question centrale. Alors ma dernière question, parce que le film finit là-dessus et en même temps c'est très important. Aujourd'hui, le livre est en vente libre dans certains pays, et en particulier au Proche-Orient, et en particulier en Turquie, où 100 000 exemplaires ont été vendus l'année dernière. Comment vous, Allemands, aujourd'hui, jugez-vous cela ? Je trouve cela inquiétant parce que ces éditions, à mon avis, peuvent être utilisées à des fins de justification idéologique d'une politique anti-israélienne ou d'une argumentation antisémite. Ce que je souhaite avec l'Institut d'histoire contemporaine, c'est publier une édition commentée que personne ne peut instrumentaliser pour apporter des justifications idéologiques à une attitude néo-nazie ou anti-israélienne. C'est par le commentaire et la critique scientifique que nous voulons montrer où cette idéologie a conduit, avec des conséquences épouvantables pour l'Europe tout entière, pas seulement pour les minorités qui ont été assassinées. N'oublions pas que la dictature qui est fondée sur ce texte a plongé toute l'Europe dans la catastrophe. Monsieur Möller, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette soirée avec Mein Kampf. On vient de voir l'exemple d'un livre où tout est vrai et que personne ne veut croire. Avec le deuxième film que nous allons voir maintenant, nous avons au contraire l'exemple d'un livre où tout est faux, mais que tout le monde croit. Ce deuxième livre, c'est Les protocoles des sages de Sion, qu'au passage, Hitler cite dans Mein Kampf comme la preuve même de la nocivité des Juifs. Alors pour prendre la mesure du danger de ce livre, je vous invite à regarder le film qui suit. C'est La vérité est ailleurs, un film signé Barbara Nessek. Regardez.